Bien le bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée, le bulletin d'information que nous ouvrons avec une bonne dose de politique. Le Premier ministre Ousmane Sonko doit se présenter devant la 14e législature pour présenter sa déclaration de politique générale. C'est la conviction profonde du porte-parole de l'Alliance pour la République. Puis dans un contexte particulier où la dissolution de l'Assemblée nationale est agitée, Seydou Gueye se dit alors dubitatif quant à la tenue de cette obligation constitutionnelle, malgré la date du 13 septembre prochain retenue pour l'exercice. Nous suivons les explications de Seydou Gueye, interrogé par Aïssata Ndiaye Fall. Il était bien évidemment l'invité du jury du dimanche. Vous êtes au pouvoir. Votre éthique, c'est la responsabilité. La DPG est importante pour les Sénégalais. Une DPG, elle est faite devant la représentation nationale, qui est l'Assemblée nationale, et engage deux types de problématiques, une question de confiance ou une motion de censure. Maintenant, au-delà de la forclusion, de mon point de vue, puisqu'elle aurait dû avoir lieu depuis 3 mois maintenant, c'est toujours utile. Mais moi, je reste dubitatif. Par rapport à quoi? À la tenue de cette DPG. Donc vous n'êtes pas sûr? Je ne suis pas sûr. Puisque quand vous entendez le Premier ministre dire qu'il ne fera pas une DPG devant telle Assemblée nationale, ou il va le faire devant un jury populaire, et qu'il a le soutien du président de la République qui dit que oui, c'est ça, et qui, au-delà de la date, mais propose une autre date où on peut redouter la dissolution de l'Assemblée nationale, qui est une question réglée. On n'a pas besoin de justifier la dissolution de l'Assemblée nationale dès lors que les 2 ans sont passés. Moi, je n'ai pas de problème. C'est la Constitution qui le dit, et c'est une prérogative du chef de l'État qui la met en œuvre pour être dans le confort d'une majorité qui accompagne sans heurts et sans difficulté ses politiques publiques. Donc ça, c'est un principe accepté et partagé. Oui. Mais qu'on manœuvre, qu'on manipule, qu'on change de date, ça ne grandit pas le Sénégal. Et puis je vais tout faire pour bloquer le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales et les priver de ressources. Seydou Gueye regrette ainsi cette déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Le porte-parole de l'Alliance pour la République ne s'arrête pas en si bon chemin. Il trouve inquiétante la gestion du pouvoir actuel et puis il en veut pour preuve une impression qu'il a donc partagée d'une coprésidence qui ne dit pas son nom, ce qui n'est pas codifié par notre Constitution, ajoute Seydou Gueye. Il est là toujours au micro de Aïssata Ndiaye Fall. Aujourd'hui, on a l'impression d'une coprésidence qui ne dit pas son nom, ce qui n'est pas codifié par notre Constitution et nos textes. Le pouvoir engage une procédure très aventureuse, puisqu'il savait que c'était voué à l'échec de dissolution du Haut Conseil de la République et du Conseil économique, social et environnemental. Puisque les termes de la Constitution indiquent que pour une institution de cette nature, votée par une Constitution, vouloir y toucher, c'est s'assurer d'une majorité des 3/5. Et dans la configuration actuelle, c'est une majorité impossible. Une fois le président de la République a pris acte, l'annonce du changement à la tête de ces institutions, elle est faite par le Premier ministre. Je pense, connaissant un peu les mécanismes, ce n'est pas de son rôle ni de son ressort. Et que le Premier ministre annonce en disant, dans l'après-midi, le président de la République va enlever de la tête de ces institutions Mme Aminata Mbengue Ndiaye, à qui je rends hommage, et M. Abdoulaye Daouda Diallo, à qui je rends également hommage pour le travail accompli, leur engagement et le parcours au service de leurs compatriotes et dans la façon dont ils ont géré les institutions. Mais ce qui est le plus dramatique dans cette affaire, c'est d'entendre le Premier ministre dire « Je vais tout faire pour bloquer le fonctionnement de ces institutions en les privant de ressources ». La mission et le serment du président de la République, c'est de faire fonctionner les institutions et de garantir le fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Personne n'est élu ni nommé pour bloquer le fonctionnement des institutions, puisque les institutions appartiennent aux Sénégalais.
c'est des espaces d'intégration des Sénégalais. On fait de mauvais procès à ces institutions en disant oui, c'est pour recaser du personnel politique. Ce n'est pas vrai. Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko était quant à lui à Matam dans le cadre de la 4e édition de la journée d'investissement humain Setal Suñu Réew. Une occasion qu'il a donc saisie pour tenir un discours en faveur du développement économique de la région. Les populations de la localité réagissent. Certains magnifient l'ambition du gouvernement, nous dit ici Amadou Mardiallo. Et le séjour du Premier ministre Ousmane Sonko dans la 11e région, la population a réagi à son discours et au lancement des activités d'investissement humain. El Hadj Gueye, chauffeur à la gare routière de Ourossogui, a magnifié l'acte posé par le chef du gouvernement. Pour nous, c'est un acte noble. Depuis qu'on est là, aucune autorité n'a visité la gare routière de Ourossogui, surtout une autorité comme Ousmane Sonko qui est aujourd'hui le Premier ministre du Sénégal. Ça a venu à l'importance. Vous avez vu comment est la gare routière aujourd'hui. Cheikh Bouyanyan, habitant de Ourossogui, interpelle les nouvelles autorités sur la question des pôles. D'après lui, le Fouta ne peut être divisé. Notre interrogation aujourd'hui au niveau du Fouta reste et demeure parmi les 8 pôles qui sont définis. Nous ne voyons pas le Fouta. Le Fouta a été divisé en 2 parties, entre le Wallo et le Ferlo, et nous pensons que le Fouta est une entité entière qui mérite d'être érigée en un pôle de développement. Voilà la seule chose que nous attendons de ce gouvernement, et nous pensons que le développement du Fouta ne peut passer que par cette étape, c'est-à-dire de mettre le Fouta un pôle entier, socio-culturellement et économiquement. Le Fouta peut apporter beaucoup de choses au Sénégal. Ce conducteur de moto Jakarta, Abou Anne, appelle le nouveau régime à lutter contre le chômage des jeunes. L'arrivée du Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas perturbé notre travail. Nous demandons aux autorités de lutter contre le chômage. Dans son discours, Ousmane Sonko a promis de prendre en compte la région de Matam en mettant en valeur les activités phares de la région, en l'occurrence l'agriculture, l'élevage et les mines. Parlons de chiffres à présent. Dans cette édition, au Sénégal, 1000 enfants souffrent de myopathie, une maladie rare qui touche exclusivement les garçons et affecte leur motricité. Face au coût exorbitant de la prise en charge, l'association Tahawouma Assistance Handicap des malades rares du Sénégal milite ainsi pour la création d'un centre spécialisé afin de soulager les familles et offrir un suivi adapté aux malades. Les détails, c'est avec Mamadou Lamine Fati. La myopathie est une maladie rare touchant exclusivement les garçons et affectant la motricité de plus d'1 millier d'enfants au Sénégal. Donc quand ils commencent à marcher, ils tombent. Quand ils commencent à monter des escaliers, difficilement ils le font. Et quand ils courent aussi, ils tombent. Donc du coup, c'est un ensemble de symptômes qui orientent l'entourage vers une maladie musculaire. Cette pathologie chronique, dont le traitement est très coûteux, représente un véritable défi pour les familles qui doivent fournir des efforts considérables pour assurer la prise en charge de leurs enfants. Parfois, tu quittes Keur Massar, tu quittes Yeumbeul, un aller-retour pour aller à Fann, ça te fait au moins 15 000, 20 000, plus la séance de rééducation. Ici, il s'avère que c'est un malade qui fait 3 séances par semaine. Ça peut aller jusqu'à 25 000 fois 3, 75 000, voire 100 000 francs par semaine. Donc, elle est onéreuse parce que ce n'est pas facile pour un citoyen lambda au Sénégal de sortir pratiquement 75 000 ou 100 000 francs par semaine. À l'occasion de la 5e édition de son action, l'association Tahaw Assistance Handicapée des maladies rares du Sénégal, présidée par Birahim Aïdara, a renouvelé son plaidoyer pour la création d'un centre spécialisé dans la prise en charge des malades. Aujourd'hui, notre plaidoyer, c'est d'avoir un centre de prise en charge pour les maladies neuromusculaires au Sénégal. Face à cette maladie rare et incurable, l'association et les parents s'unissent pour exiger une structure adaptée, capable de soulager les familles et d'offrir un suivi médical adéquat. Et puis les types d'assurance et leur impact socio-économique étaient au menu d'une rencontre initiée par Active-L et Horizon Assurance. Ces deux entités veulent accompagner le plus efficacement possible les femmes dans un parcours d'autonomisation et de capacitation rapide. Désormais, des masterclass auront également lieu chaque semaine pour ainsi mieux soutenir les femmes, notamment en entrepreneuriat.
Suivant les précisions de Maïmouna Dian, fondatrice de Activel, et Rakiwan, administratrice générale d'Horizon Assurance, ils nous en disent un peu plus. 81,8% du tissu économique du Sénégal est composé d'entrepreneurs. La moitié de la population sénégalaise est femme, ce qui montre l'importance du poids des femmes sur le plan démographique, mais sur le plan économique. Donc Activel aujourd'hui, sa vision est de créer un monde où toutes les femmes ont les ressources, les compétences nécessaires pour être autonomes sur le plan financier, sur le plan économique, par le biais de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est tous les samedis de mettre en place, d'organiser des masterclass et de les former sur chaque thème, sur des sujets précis, leur permettant d'avoir des connaissances pratiques en entrepreneuriat et de se renforcer continuellement pour faire face au marché de l'offre et de la demande, pour faire face aux différentes évolutions technologiques, économiques dont les entrepreneurs font face tous les jours. Donc l'idée, c'est de réussir ensemble. L'idée, c'est de faire réussir toutes les femmes sénégalaises en entrepreneuriat féminin. L'assurance est essentielle. L'assurance est un facteur de développement. C'est parce que quand on est assuré, comme elle a eu à le dire d'ailleurs, commercialement, on peut être agressif, on peut aller investir les marchés parce qu'on sait que derrière, on est adossé sur une institution qui, en cas de sinistre, viendra à la rescousse. Et l'assurance, donc, c'est non seulement au niveau des ménages, les femmes, les enfants, les foyers, les entreprises. Comme on dit, toute chose doit être assurée. Les personnes aussi. Parce que s'assurer, c'est garantir la sécurité contre les aléas de la vie. Donc, il est essentiel quand on investit, parce qu'investir, ça suppose mettre de l'argent, quel que soit le montant, qu'on puisse s'assurer, pour qu'en cas de problème, qu'on ne reparte pas de zéro. Donc, malheureusement, nous n'avons pas tellement l'habitude de communiquer dans les assurances, et l'assurance n'est pas très connue du grand public, ce qui fait qu'on investit, on ne s'assure pas. Et ça, c'est un... Et puis les agressions continuent de plus belle à Dakar. Et tenez-vous bien, en plein jour, s'y ajoute un manque d'assistance. Pire, parfois, ceux qui sont censés le faire profitent de la situation pour voler des biens appartenant aux victimes. Une preuve a d'ailleurs été filmée par une caméra de surveillance. Les Sénégalais appellent ainsi à une solidarité, mais surtout un renforcement de la sécurité pour faire face à cette situation assez préoccupante. N'est-ce pas, Khadija Ndadjoufa? En plein jour sont devenus un phénomène très récurrent dans la capitale sénégalaise. Ici à Grand Dakar, le constat est unanime. Germaine partage son expérience. Le matin, à 6 heures, tu vois des gens se faire agresser dans la rue. Tu les entends crier, mais personne ne vient les aider. Dimanche dernier, j'en ai moi-même été victime. À cela s'ajoute un manque d'assistance que nos interlocuteurs ont tenté de justifier. Parfois, tu veux aider la personne, mais tu as peur que quelque chose t'arrive en retour. Ce qui s'est passé à Grand Yoff, où un homme a été tué après avoir essayé de sauver une dame, en est un parfait exemple. C'est vraiment compliqué. Plusieurs personnes ont été blessées ou ont subi de graves conséquences en voulant aider quelqu'un. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens réfléchissent à 4 fois avant de le faire. Mais souvent, les personnes qui devraient porter secours en profitent pour voler la personne en danger, ce qu'ils déplorent. La personne qui est en danger, d'abord il faut l'assister. Donc la personne qui refuse d'assister une personne en danger, il a commis un délit. Donc celui-là, au lieu de soutenir la personne qui est en danger, il vient prendre ses affaires. Celui-là, on le considère comme l'agresseur qui l'agresse. Peut-être qu'il n'a pas eu l'opportunité de le faire, ou bien l'initiative, mais il cherche ici une porte d'entrée pour profiter de cette occasion. Donc cette personne-là, on peut le considérer comme un agresseur. À Dakar, une caméra de surveillance filme une scène d'agression en pleine journée. La personne en danger non assistée est également victime de vol au même endroit. Face à cette situation, nos interlocuteurs demandent un renforcement de la sécurité dans la capitale. Il faut faire face également aux inondations au niveau de Thiaroye Azur. Les résidents des cités Sokabek, Omar Faye et DPV
ont ainsi la solution. Ils réclament un réseau d'assainissement. Ils disent rencontrer d'ailleurs d'énormes difficultés. À cause de cela, entre autres informations que ces habitants de Thiaroye Azur ont donc donné au cours d'une mobilisation sociale. Nous suivons les explications de Ahmad Sissé. Il est membre de l'amicale des résidents des cités Sokabega. La question est de savoir pourquoi nous aussi nous ne pouvons pas bénéficier des milliards qui ont été consacrés aux inondations. À cause des eaux de pluie, nous ne pouvons plus sortir de chez nous pendant l'hivernage. À cause des eaux, nous ne recevons plus les visites de nos parents, toujours pendant l'hivernage. Les routes sont devenues impraticables et les fosses septiques débordent à cause de la nappe phréatique qui affleure. Nous ne passons pas une semaine sans vidanger nos fosses, grevant ainsi le budget des ménages. C'est pourquoi nous appelons au secours Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous leur disons que nous sommes en pleine saison des pluies, mais comme toutes les années passées, rien n'a changé. Nous attendons de ces nouvelles autorités qui nous inscrivent dans les plans concernant l'évacuation des eaux de pluie et les réseaux d'assainissement des eaux usées. Beaucoup de projets sont en cours, mais pour l'instant, nos cités n'ont pas été intégrées dans ces projets-là. Et pourtant, on voit ces projets-là qui concernent des cités qui sont beaucoup plus loin de la mer que nous. Nous sommes à 2 km et pourtant, pour l'instant, on ne voit rien. Et puis 35 conseillers municipaux de Thiès-Est vilipendent le maire. Ils l'accusent de dilapider le patrimoine de la commune. Ils vont jusqu'à remettre en cause un séminaire qu'il préside au niveau de la Petite Côte. Les explications, c'est avec Paté Kébé, conseiller municipal. Il est au micro de Isidore Alexandre Sena. Le PV que nous demandons et le compte de gestion reflètent tout ce que nous demandons. Nous avons toujours demandé le PV. Le PV n'a jamais été lu lors des délibérations. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mettent dans ce PV-là. Et aujourd'hui, le document qu'ils nous ont donné, ce document est réel. On constate que le budget de la mairie de Thiès-Ouest a atteint 1 milliard, alors qu'on nous a toujours fait croire que c'était 800 millions. Et on a voté sur ça, on a voté du faux. Du faux. Mamadou Djité a trompé tous les conseils de la mairie de Thiès-Ouest. Et là, je pense que nous allons l'éclaircir dans les jours à venir. Les marchés de 11 millions, j'ai parlé tantôt de la formation, de 17 millions aussi. Et tant d'autres choses. Le terrain de Waldan, complexe de Waldan, tant d'autres choses. Non seulement nous avons porté plainte, mais aussi nous avons saisi l'OFNAC par rapport à ces pratiques-là, pour que ça cesse. Parce qu'en tant que conseiller, le rôle que nous devons faire, nous l'avons fait. Nous l'avons demandé sur ces points-là, des questions qu'il doit nous répondre. Il a refusé. Nous avons pris un huissier. L'huissier lui a donné une sommation interpellative. Il a refusé de nous donner des explications. Est-ce qu'aujourd'hui, ce même maire, s'il appelle les gens à une dynamique de groupe, est-ce que cette dynamique de groupe-là est sincère? Au moment où tes conseillers qui sont là, qui votent le budget, qui font les délibérations, vous demandent des comptes par rapport à la gestion de la mairie, mais vous refusez. Et puis une information que nous suivrons naturellement avec notre correspondant sur place, Isidore Alexandre Sena. Et puis la deuxième édition du concours du meilleur développeur informatique est ainsi lancée. Il est organisé par la cellule Zawiya Tidjaniya dans le cadre du Maulid 2024. L'objectif est la digitalisation des écrits du Hadratul Malikia, nous dit notre envoyé spécial sur place à l'UNSO. 48 heures d'échanges, de partage et d'études de projets, c'est dans ce sillage que des jeunes développeurs web ont concouru. La cellule Zawiya donne l'objectif. Voilà, bien structuré pour permettre aux participants, c'est-à-dire aux accompagnés, de comprendre ce qu'ils attendent, mais aussi de pouvoir intégrer donc, dans le monde qui est purement numérique d'aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit qu'à travers les jeunes, il faut exploiter l'expertise et valoriser aussi la culture numérique au sein de la Khadara. Pour cette deuxième édition, les candidats sont divisés en 5 groupes, mais seuls 3 vont être primés d'après Aruna Rachid Ndiaye. On a 60 participants accompagnés qui ont participé à cette deuxième édition de Hackathon. Donc on a dispersé les groupes et chaque groupe a un projet à travailler. Et hier aussi, on a fait des pitchs pour voir les faisabilités, les contraintes, donc les faiblesses, les atouts que les différents groupes ont présentés par rapport à leur thème. Pour les prix, on s'est dit qu'on va
primer les 3 meilleurs. La cellule Zawiya Tijaniya compte à cet effet passer par ce concours pour détecter l'expertise des jeunes dans les métiers du numérique. Pour permettre aux jeunes-là d'avoir des opportunités, mais aussi pour permettre aux jeunes-là de montrer les expertises qu'ils ont fait au niveau de leur formation. Ces projets retenus vont aider et accompagner le Hadratul Malikiya dans ses activités, en particulier dans les programmes et la numérisation des écrits. Et puis la mosquée omarienne, en raison des travaux toujours en cours, ne pourra pas contenir les nombreux fidèles attendus à la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Annonce faite par l'imam de la dite mosquée, Thierno Seydou Nouroutal, invite ainsi les fidèles à contribuer au financement des travaux de rénovation de ce lieu de culte. Il a d'ailleurs annoncé le lancement d'une opération de levée de fonds en vue de l'achèvement des travaux. Nous suivons les explications de Abdoulaye Racine Khan, membre du comité de gestion du chantier. Il nous fait d'ailleurs le résumé du discours de l'imam. Quand on considère que chaque bœuf à lui seul peut faire manger, peut nourrir plus de 100 personnes, en faisant le chiffre, on s'est rendu compte que ça faisait autour de 124 000 personnes. Ces 124 000 personnes, il les ramène aujourd'hui en disant que ce que Cheikh Omar avait eu à faire pour la religion, nous allons le faire pour la religion. Cette fois-ci, en essayant effectivement de mobiliser la communauté musulmane autour du financement de la mosquée. Un échantillon de 124 000 personnes qui viendront dans la nuit du Mawlud, chacun avec dans sa poche un billet de 10 000 francs ou plus qu'il mettra dans la cagnotte pour permettre de terminer la mosquée. Eh bien, faites le calcul, c'est vite fait. 124 000 personnes multipliées par 10 000 permettront largement de réaliser, d'équiper et de gérer cette mosquée. C'est une belle formule. Et autant Cheikh Omar et les gens de son époque se sont mobilisés, se sont investis pour combattre les kafirs et surtout combattre pour la religion, autant nous ne devrons pas faire moins. Nous devrons pouvoir faire comme lui, avec les facilités que nous avons. 10 000 francs, les gens les dépensent tous les jours pour toutes sortes de réalisations humaines, mais il n'y a pas œuvre humaine qui est plus belle que celle de construire une mosquée. Et quand on sait également qu'une maison au paradis, c'est le monde en entier. Ce n'est pas juste une maison dans le monde d'aujourd'hui, c'est une maison en entier. C'est vraiment un investissement pour la vie, un investissement pour ici et un investissement pour l'au-delà. Et donc, ces chers amis sénégalais, chers amis de la communauté musulmane, de la communauté omarienne intérieure comme extérieure, cet appel vaut pour tous ceux-là qui iront au Mawlud. Autant au Mawlud ici, dans la mosquée omarienne qui va se tenir dans la nuit du 15, mais également au Mawlud ailleurs, au Fouta. Élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs, et surtout, prenez bien soin de vous.